Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Deux roues dans la tête. Alors avant même de parler des années 80, n'oubliez pas que le 1er mars à Chanteloup-en-Brie, on vous attend nombreux pour le Deux roues dans la tête show. N'hésitez pas à venir, on vous attend avec impatience. Pour en revenir aux années 80 et notamment en 1984, Michael Jackson sort Thriller, Van Halen sort Jump et en France on écoute Peter et Sloan avec Besoin de rien, envie de toi. Bon, Macintosh aussi sort son premier PC, et puis Renault sort ça. Et en 1984, cette merde existe aussi en turbo. Et d'ailleurs, ça va être la folie des turbos à cette époque-là. Tout sort en turbo, même les motos. Notamment la Kawasaki GPZ 750. Ouais, c'est quoi cette merde? Casse-toi de ma voiture là, décrasse-toi. Mais ça, c'est une fois que vous serez abonné. Salut Stéphane et Christophe, ça va? Salut. Bienvenue dans l'émission, la GPZ Turbo, une moto charismatique, emblématique des années 80, la grande époque des turbos, parce que ça s'est fait sur une courte période. Alors, il faut qu'on vous présente avant même de parler de la moto. Donc toi, Stéphane, tu es donc président du club GPZ Turbo France. 750 Turbo, il s'appelle le club 750 Turbo. D'accord, ok. Vous êtes combien de membres dans le club? On est une quarantaine de membres, donc Christophe qui en fait partie. Présent. C'est assez marrant parce que vos réunions, il y a eu un seul coloris. Ouais, t'as eu noir et rouge et noir. Ça fait deux coloris. Ça dépend comment on voit les choses en fait, c'est juste ça. Donc c'est une moto qui est sortie dans les folles années des années 80 où tout s'appelait turbo, on mettait des turbos sur à peu près tout ce qui pouvait rouler. Ouais, les mixeurs, tout ce que tu veux. Mais même plus que les véhicules, en fait, on mettait l'argument turbo sur même des trucs où il n'y avait pas de turbine. Enfin, le turbo, c'était un argument de vente, donc c'était marrant. Ouais. Alors, c'est pas la toute première moto avec un moteur turbo, parce que dans la moto vraiment commercialisée de grande série, on en a la première, c'est la Honda, la CX500, il me semble, qui est la première à avoir eu un turbo, puis après il y a eu la CX650. Kawasaki, sur les 4 constructeurs japonais, est le dernier à avoir sorti un 750 en turbo. C'est vraiment... D'avoir sorti un turbo, parce que les autres, les cylindrées étaient toutes différentes suivant Tout à fait. Suivant les constructeurs. Alors, celle-là, elle est sortie en 84, ouais, 84. Mais dans la gamme, il y avait déjà la GPZ 750 classique. Ouais. Vient ensuite la 750 Turbo qui a été remplacée 2 ans après finalement, simplement, par la version 900. Par la 900 Ninja, ouais. Ninja, donc par contre qui est devenue atmosphérique. Ouais. Il y a vraiment une très courte période, cette génération de turbo, la Kawasaki 2 ans, mais même les autres constructeurs, que ce soit Honda, Yamaha ou Suzuki, ils avaient au moins au catalogue une moto turbo, et pour autant ça durait vraiment sur une toute petite période. Alors, est-ce que vous avez une idée de savoir pourquoi il y a eu cette effervescence du turbo, puis qui finalement a périclité, quoi? Alors, mon avis, c'est qu'il y a eu dans les années 80 une course technologique, une avancée, une recherche de puissance sur les motos, et que le turbo a fait partie de cette avancée pour aller chercher des chevaux, et qu'après, ils ont réussi à faire évoluer les moteurs atmosphériques pour sortir autant de puissance avec des motos plus fiables, avec moins d'emmerdes, avec cet effet qu'on recherche aujourd'hui d'effet turbo, mais qui était un peu piégeux pour Monsieur Tout-le-Monde, donc qui n'a pas fait non plus une bonne réputation à ces motos-là. Donc ça leur a fait une réputation extraordinaire de puissance, de machines fantastiques, mais en même temps il y avait le revers de la médaille avec les gens qui se faisaient peur, les gens qui se sont tués, etc., quoi. Alors c'est ça, un des arguments pour lequel ça n'aurait pas continué, qui serait passé juste à des cylindrées et des puissances supérieures, c'est que il faut savoir un peu maîtriser ces machines-là. C'est que le turbo a un effet un peu violent. Ça arrive assez brutalement, surtout sur celle-là, c'est la plus aboutie. Les autres on ne sentait pas vraiment l'effet turbo, un peu sur la 500 CX, mais les autres c'était vraiment pas plus que ça. Mais celle-ci a vraiment un comportement turbo, quoi. Ça, c'est vraiment le modèle qui est la plus puissante des turbos de l'époque. C'est la plus puissante, oui. Là, on est sur quelle puissance? Alors, on est sur 112 chevaux en version classique. On est sur 130 avec un mode race qui existait à l'époque.
Motorisé, c'est-à-dire en fait, on achetait la moto, c'était quoi, une option? C'était Non, en fait, c'est comme aujourd'hui, hein, on débranche le fil marron. C'était une bride. C'était, est-ce que c'était une bride, je sais pas, mais il fallait quand même mettre un filtre à air KN en prise directe ou pas de filtre D'accord. sur le turbo. Ouais. Donc tu libérais un petit peu l'air, tu libérais un petit peu quelques trucs sur la version la note de Kawa et tu avais 130 chevaux. D'accord, et c'était officiel, quoi. C'était vraiment Ouais. une manip qu'on faisait qui était. Et puis beaucoup à l'époque tapaient les turbos, 3 tours de vis à la Westgate, 3 machins, et puis t'atteignais des puissances. Beaucoup le faisaient mal, donc cassaient les moteurs. Ah ouais. Aujourd'hui, on sait le faire correctement et on atteint des puissances assez hallucinantes. Mais à cette époque-là, c'était quand même une technologie plutôt nouvelle et il y avait des fragilités du coup. De ce que je comprends, c'est que c'était pas forcément très fiable. C'était pas forcément très fiable et surtout sur des motos comme ça qui sont sorties aussi peu de temps. La technologie, il faut des années pour mettre au point, trouver les. Voilà. Et on sait que sur ces moteurs, le graissage n'est pas terrible au-delà d'un certain nombre de tours. Donc on a quelques modifs à faire aujourd'hui qu'on connaît pour pouvoir avoir un meilleur graissage et puis faire durer les turbos. Ouais, parce que du coup, ils se sont tous mis à faire du turbo comme ça sur cette courte période, mais au final, c'était plutôt des moteurs déjà existants dans la gamme et ils les ont turbo-compressés, c'est un peu ça. Tout à fait. Donc ça a peut-être été fait un peu à la hâte dans la course de la puissance de l'époque. Alors je ne sais pas si ça a été fait à la hâte, hein, ça je ne sais pas dire, mais par contre oui c'était des moteurs complètement connus hein, et extrêmement résistants, hein, parce qu'aujourd'hui les Anglais ils sortent 250 chevaux dans ces moteurs-là avec le même bas moteur, etc. Ouais. Ils font des courses de dragster, hein. Christophe il connaît bien le dragster. Avec la 750. Ah ouais, d'accord. Donc avec le 750 turbo ils te sortent aujourd'hui 250 chevaux à la roue arrière. Ah oui, j'imagine qu'il y a quand même des modifications pour que ça puisse encaisser une puissance pareille. Alors les modifs, c'est des gros turbos, c'est des grosses soupapes, c'est des échappements plus gros, c'est quelques modifs pour atteindre des puissances aussi énormes. Hein. On arrive à sortir facilement 160 chevaux sans rien faire. Quoi. Ah ouais. Et donc le problème, c'est que c'est des moteurs refroidis par air, donc ça vieillit plus mal que les liquides. En fait, il y a une grosse fiabilisation des moteurs avec l'arrivée des moteurs à refroidissement liquide qui ont tout changé. Quoi. C'est des motos qui attirent des gens assez techniques. Je ne sais pas te dire pourquoi, mais voilà, c'est le cas. L'injection aussi, le début de l'injection. C'est le début de l'injection, effectivement. Donc voilà, ça intrigue. Comment ça fonctionne, le turbo, il y a un calculateur, voilà, qu'il n'y avait pas avant. Il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas sur les... Tout ça dans les années 80, quoi. Voilà. Les 4 constructeurs japonais ont fait des motos turbo. Pourquoi vous êtes amouraché de ce modèle? Je vais laisser Christophe répondre sur la question, puis je répondrai après, parce Pas que de souci. Christophe doit nous laisser. Donc, Tout à fait. Ah ok. Moi, parce que c'est déjà une Kawasaki, je suis fan Kawa. T'es fan Kawa de base, d'accord, Voilà, ok. cette moto, quand j'étais jeune et que je voyais un 750 turbo, c'était la moto. Et je m'étais dit, pourquoi pas en avoir une un jour. Et ça s'est produit. Et je regrette pas. Bon, il y a toujours des petites bricoles à faire, comme toutes les vieilles motos. Voilà, il y a des choses à bricoler, il y a toujours à mettre les mains dedans. Mais c'est une moto, on a des sensations. Pour toi, c'est un peu la moto ultime que tu avais en référence. On a des sensations. C'est pas une moto linéaire où on accélère, on sent rien. Là, quand le turbo se met en route, on sent, comme dit Stéphane, un élastique qui nous pousse aux fesses et on se dit, ah ouais, pour une moto de 84, ça marche. Ah, déjà, à 112 chevaux en 84, c'était quand même sacrément puissant. Ah oui, oui. Et alors après, ça tient bien le pavé, ça, voilà, bon, avec des pneus récents. Mais c'est impressionnant dans les courbes, sur l'autoroute, grande courbe, on se met sur la trajectoire et ça ne bouge pas. D'accord. Voilà, c'est une moto quand même qui est... Il y a des sensations par rapport aux autres turbos, les autres motos turbo qui étaient sortis. Les autres, voilà, c'est des poumons. Oui, c'est ça. Voilà. C'est la seule de cette génération-là en turbo qui avait des performances différentes, en tout cas, des autres. Quoi. En fait, j'ai l'impression que les autres constructeurs ont sorti des turbos. C'était un argument de vente, mais à l'utilisation, c'était pas forcément Je pense, probant. voilà, tout à fait. Là, c'est quand même une moto qui est aboutie ou qui est belle et
qui marche. En termes de fiabilité, on a vu qu'il y avait pas mal d'innovations. C'est à surveiller. On parle quand même d'une moto qui a plus de 40 ans. Donc, bon. En termes de fiabilité, c'est une moto qui est très fiable. Tu arrives, tu démarres. Ok. C'est incroyable. Après, effectivement, on a eu des problèmes de turbo qui étaient mal lubrifiés, qui cassaient, Turbo fragile un peu. turbo fragile un peu. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, on a des solutions pour les lubrifier mieux, on a des solutions pour les réparer, parce qu'on n'en trouve plus, hein, ces turbos Hitachi. Oui, alors c'est ça, ce turbo Hitachi, là, c'est un modèle qui a été élaboré juste pour ce modèle-là, ou c'est un turbo qu'on peut retrouver ailleurs? Non, tu le trouves pas ailleurs. D'accord. Ah oui, donc forcément, pièce rare. Le HT10B, tu le trouves pas ailleurs. Le HT10, tu le trouves ailleurs, mais pas le HT10B, tu trouves pas les pièces. Voilà. Et pas du tout adaptable avec un autre modèle? Or si, mais on sait remplacer par d'autres turbos. On sait mettre un Garrett, on sait mettre machin, on sait faire des turbos hybrides. Aujourd'hui, les fabricants, les réparateurs de turbos enlèvent la partie du SHRA, la partie intermédiaire de turbine, et mettent un Garrett à l'intérieur. Et puis voilà, tu vois pas la différence, mais c'est plus un Hitachi et ça marche beaucoup mieux qu'en plus que. Avec l'original? Ouais, ça reprend plus bas, tu reprends à 4005 au lieu de reprendre à 5005. La conception de l'intérieur. Les turbines sont meilleures que. Et il existe quand même des boîtes, hein, je ne sais pas si elles sont nombreuses, mais je sais qu'il existe des boîtes qui refont ce Hitachi à neuf. Aux États-Unis, il y a Evergreen Turbo, il arrive à les refaire à neuf. À l'identique. À l'identique. Celle-là, tu l'as acheté il n'y a pas si longtemps, de ce que je comprends. Celle-là, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, c'est la petite dernière. Et on peut savoir combien t'en as? Non, parce que je ne sais pas. C'est vrai. Si ma femme écoute, après je vais avoir des problèmes. Ok, Un donc certain nombre. vous l'aurez compris, donc, il en a quand même Ouais, pas mal. c'est sûr. Ouais. C'est un ami qu'on a essayé une et il m'a dit c'est le truc qu'il te faut. J'ai essayé et là, fantastique quoi. Fantastique, des sensations incroyables à l'époque. Vraiment le truc qui t'allonge les bras, c'est creux, c'est creux, c'est creux, c'est creux, c'est creux, c'est creux et BAM! Ça part d'un coup. Moi je l'appelle Dr Jekyll et Mr Hyde. Ouais. Parce que tu vas rouler tranquillement, tu veux te balader, tu roules en dessous de 5000 tours, tu as une moto qui est super agréable, tu te promènes, à 5500 tours, là tout d'un coup tu as le bar graphe de turbo qui est à toc, et puis tu as les chevaux, tu as tous les chevaux. Là, on le voit, il y a un petit afficheur de pression de turbo. Voilà, avec un petit peu de batterie. Donc ça, c'est super fun. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le compteur? Un petit voltmètre là qui indique qu'on a 10 volts là, donc pour démarrer ça va être très compliqué. Il n'y a pas C'est assez. impossible. Et en restant appuyé sur le bouton, on a la tension de la batterie. C'est marrant. C'est marrant. Et puis ici sur le réservoir, tu as des indications, donc la jauge d'essence qui était assez rare hein, à l'époque. Il y avait pas beaucoup de motos avec des jauges d'essence. Puis avec un écran en fait, parce que c'est pas une simple aiguille, là c'est différent. Ouais. Et puis des indications, donc la batterie, la pression d'huile, le niveau de liquide de batterie. D'accord. Parce que c'était des batteries donc avec où il fallait refaire les niveaux des batteries. Donc tu avais un petit plongeur dans la batterie qui t'indiquait ça t'indiquait si tu n'avais plus d'eau dans ta batterie. D'accord. Ok. Un petit défaut qui apparaissait. Et puis DFI qui est le calculateur derrière avec une diode qui t'indique les défauts de la machine. Déjà à l'époque. Ouais, t'as pas besoin de valise, c'est intégré. C'est un code en fait, un code de diode. C'est un code Morse. Ah oui, ça s'allume et ça s'éteint et Voilà, c'est comme ça que tu conclus que. 3 courts, 3 longs, t'es en mode race, t'es en mode course. D'accord. Donc tu te réfères au manuel et en fonction du truc, tu vas savoir que c'est une sonde de température, que c'est un machin. Après, au niveau des commodos, on a des choses plus classiques. Ouais, du très classique, hein, très très classique. Attends, mais je vois qu'il y a deux boutons light. C'est quoi? C'est des clignotants? Non, t'as veilleuse code et phare. Ah oui, d'accord. Il s'appelle pareil, mais bon, c'est pas la même fonction. Avec le starter, enfin le démarrage, et puis l'arrêt d'urgence, c'est du basique. Le klaxon appel de phare. Ah ouais,
marrant. T'appuies, t'as le klaxon, tu Et tires, tu t'as tires. l'appel de phare. Ah, excellent. Ok, tu as aussi un affichage avec la clé au milieu. Ouais, avec qui te donne, voilà, avec les clignotants, le point mort et puis les phares avec le voyant de. Celle-là a plus marqué l'histoire que les concurrentes en fait. Parce que c'est la seule qui marchait vraiment bien, quoi. C'est la plus fiable visiblement et la plus performante. Alors la Honda était fiable, hein. Ouais, aussi. La Honda était très fiable. Mais Après le look de la Honda, bon, je vais pas Alors, pour tous les goûts, donc ils avaient essayé de faire un truc qui est un peu futuriste, qui sort un peu de. La Yam a un look très particulier aussi. Remarque, le prototype ressemblait pas à ça, il avait un phare Ah, il était- immonde. Ouais, C'est énorme. Ils avaient cherché un look futuriste alors que La différence visuelle entre la 750 classique et la turbo, sur la 750 Turbo, tu as le sabot, le bandeau alu et le carénage presque intégral. et cette couleur-là existait aussi sur le 750 classique. Elle est en rouge et noir aussi. Pareil, d'accord. Bleu, Et il y a d'autres gris, couleurs. il y a eu, ouais. Et alors la version qu'on voit dans Top Gun, la 900, quelle différence il y a aussi visuellement avec celle-ci? Parce que souvent on la confond entre la 750 Turbo et la 900. T'as un petit museau qui revient devant. Ouais. Bon, le carénage n'est pas tout à fait pareil. les couleurs, ça se ressemble. T'as pas le bandeau aluminium. Voilà, Ouais. ça se ressemble, mais T'as le moteur qui est un moteur liquide, donc tu vois pas les ailettes et visuellement c'est pas Ça donne quoi en freinage? très bien. C'était Non, un- tu vas dire, ah, machin, président du club, tu vas dire que tout est bien, mais Non, je sais ça freine. Ça D'accord. freine. 247 chronos, faut les arrêter quand même. C'est sûr. Parce que là on est sur du simple piston du coup. On est sur du simple piston. C'est pas un freinage moderne, c'est pas Bien sûr. tu touches avec un doigt et puis tu piles. Ouais, là faut y Non, aller. C'est un freinage où il faut serrer Mhm. et qui rend la moto justement progressive sur le freinage, tu vois. C'est pas tout ou rien. Et alors c'est quoi cet appendice là sur la fourche? Ah, l'anti-plongée. L'anti-plongée. c'est peut-être la seule chose qu'ils auraient pas dû mettre. Souvent décrié, Je fais bien d'en parler. souvent apprécié. Moi, c'est un truc que j'aime bien. Donc en fait, quand tu mets une pression de freinage, Ouais, ici, ça bloque un clapet qui empêche ta fourche de plonger, d'accord. anti-plongée. Et en termes de feeling, c'est particulier du coup. C'est pas naturel, non? Si, c'est très bien. Ça t'empêche d'avoir la moto qui plonge au freinage. Ouais. Moi, je trouve ça très très bien. Pourquoi ça fait pas l'unanimité alors? Quelques soucis. Ça peut, sur des freinages, te rendre ta fourche un peu plus dure. Tu vois, tu es en train de freiner et ça te rend ta fourche un peu plus dure, donc ça peut moins amortir avant des virages, sur tes bosses, sur des choses Ah comme oui, ça, tu d'accord. vois. Ça tendance à rebondir un peu du coup. Ça peut. Voilà. Moi, je m'y suis toujours fait, j'ai toujours trouvé ça super bien. D'accord. Ok. Mais il y en a plein qui n'aiment pas ou qui ont des problèmes de fuite, de galère. Ah, par contre, c'est pas forcément super fiable comme système. C'est fiable. Quand C'est ça fiable. marche, ça marche. Voilà. Ça marche toujours. Voilà, non, ça marche, t'es pas emmerdé, t'y touches jamais. Il y en a beaucoup qui les suppriment. Et tu as même une modif qui existe où en réalité tu changes les clapets dans ta fourche. Ouais. Et au lieu d'avoir une fourche simple effet, tu as une fourche double effet. Je rentre Ça, sur le technique, oui, je vais faire chier tout le monde. double effet. Double Qui effet se qui se coule. Ouais, on connaît. Ouais. C'est quoi? C'est-à-dire, C'est vas-y. que quand ta fourche s'enfonce, tu as un débit d'huile qui est rétréci pour amortir. Ouais. Et là, sur ces fourches-là, quand elle remonte, elle aspire ton huile plein pot, elle n'a pas d'amortissement à remonter. Elle a un amortissement en descente, pas en remontée. D'accord. Et tu peux mettre des clapets double effet, donc ils vont amortir à la descente et amortir à la remontée. Ah ok. Est-ce qu'on le voit le turbo comme ça visuellement? Non, ou il est caché? Il est là, en fait. C'est un turbo qui est monté en partie basse. Il est derrière la grille. D'accord, là. donc on ça c'est fera le collecteur. pas Il est monté grand-chose. juste en dessous du collecteur. Ok. Ce qui en fait le turbo qui marche le mieux sur les motos de Parce que turbo. du coup, il est refroidi directement là. Non, surtout, il est très près de la sortie. Mhm. Donc, les turbos qui ont été faits chez Yam, ils sont derrière ou au-dessus, ou chez Suze, il est là-bas derrière. Donc, Moins efficace, quoi. Tu as un effet, tu vois, les gaz se dilatent, se compriment. Mm. Et donc, ça crée des retards, c'est moins performant. Pour que ce soit le plus près possible en fait. le plus près possible. Ouais.
tu as la meilleure efficacité avec un turbo, voilà. Sauf qu'il est monté en partie basse, donc ça veut dire une remontée d'huile, ça veut dire plein d'emmerdes. Donc c'est un peu pour ça qu'on a créé ce club, c'est pour les sortir du box. Ouais. Pour les faire rouler. Voilà, les faire rouler. Il y en a eu combien de construites du coup? On estime, parce qu'on n'a pas de chiffre officiel, on estime qu'il y en a eu, moi je pense au moins 5000. D'accord. Peut-être 5-6 000, mais pas plus. Dans le monde. Dans le monde. Pour la petite histoire, on fait la petite histoire, avec un ami, on va se promener au Coupe Moto Légende, et puis on voit les motos tourner au Coupe Moto Légende, et on se dit, oh, c'est génial ce truc, faut qu'on roule sur la piste avec une ancienne, etc. Et quoi je vais rouler? Je vais rouler avec mon C50 Turbo, que je vais ressortir de 20 ans du box, parce que personne ne trouvait la panne. Ah ouais. J'ai pris les docs techniques, j'ai épluché, voilà, j'ai réussi à comprendre, trouver la panne. Et trouver le petit joint qui fait que... Voilà, le joint, tous les soucis de comment ça fonctionne. J'ai réussi à faire marcher la machine, je suis allé à Dijon, et puis là, c'était la folie. Les gens sont venus me voir, ah, génial, 750 turbo, j'en ai une, j'arrive pas, j'en ai une, je galère, ah mais comment on fait ci, comment on fait ça? Et on dit, bon, il faut monter un club, et on aide les gens, et puis c'est sympa. Et voilà, on fait une communauté sympa. Il faut les bons outils pour la régler, il faut... surtout l'allumage. Voilà, l'injection, l'injection, il faut les outils Kawa pour la régler, sinon... Ah ouais, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, donc on est en train d'essayer de refabriquer des outils pour les... Parce que c'est le problème de l'injection, c'est que quand ça déconne, c'est compliqué, quoi. C'est pas comme un vieux carbu qu'on peut modifier, là. C'est pas comme un carbu, et on rentre sur des soucis un petit peu techniques. C'est une moto qui se voulait vraiment sportive, mais pour autant, on le voit, rien qu'avec la selle à l'arrière, même si à l'époque, c'était souvent le cas, il y a un confort. On sent que ça se prête bien à la balade à deux. C'est le cas? Ah ouais, complètement. Ça vous arrive de rouler à deux comme ça sur vos machines? Ouais. Ouais. Pas avec toi. Hein. Non, pas tous les deux. Non, pas tous les deux. Vous faites ce que vous voulez. Non, mais les barbus derrière, moi il faut éviter. Ça ne me regarde pas, ça. On n'a pas parlé de ce petit détail, mais on en parlait un petit peu en off avant. Il y a une curiosité, c'est que parfois on a un guidon haut et un guidon bas. Il y a eu les deux montes. On ne sait pas pourquoi. Alors là, tu es spécifiquement sur un modèle avec un guidon haut qui te donne vraiment une position de routière. Et il y a un guidon qui est avancé et plus bas. Donc là, on change complètement. Une conduite vraiment plus engagée. Si vous avez la réponse à cette question, on le veut bien en commentaire parce que ça permettrait d'élucider ce petit mystère sur cette moto. On abandonne Christophe. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors vous êtes au salon à Lyon cette année. Le salon du 2 roues à Lyon, ça va être la 3e année. On va aller au salon de Lyon. C'est vraiment un super salon. J'en fais la pub parce que vraiment, si vous êtes passionné d'anciennes, de nouvelles, c'est vraiment magique. C'est énorme à faire. C'est une moto qui était un petit peu oubliée il y a quelques années. Ouais. Complètement la cote n'était pas très grande et maintenant, finalement, la cote remonte. Ça devient une sorte de youngtimer tendance. Ouais, je pense que là, il y a eu un petit peu de retour sur le turbo. Il y a eu, on les a vus réapparaître un petit peu ces motos turbo, qui fait que les anciens qui ont toujours rêvé d'en avoir une et puis qui n'ont pas pu en avoir une à l'époque parce que c'était trop cher ou parce qu'ils se disent aujourd'hui c'est relativement abordable, hein, parce qu'on a une moto d'exception en super état à 10 000 euros. Puis c'est 10 000 euros qu'on perd pas, hein. C'est pas comme l'achat d'une moto neuve. Oui, normalement là ça devrait pas décoter. Enfin, ça ne décotera jamais, hein. Ça peut que prendre de la valeur. Ouais. Donc non seulement c'est un bon placement financier, on se fait plaisir avec une moto, et puis quand on sort, on a un truc exceptionnel, les gens viennent voir, un turbo, incroyable, machin. C'est vrai que cette génération de motos à turbo s'est fait vraiment sur une très courte période sur l'histoire de la moto. Donc c'est vrai que c'est des motos à collectionner, clairement. Voilà, il y a plein de gens qu'on a entendu parler, mais on voit en vrai, voir sur la route, c'est pas tous les jours, quoi. Ouais, puis il faut savoir entretenir. Tu es là pour ça. Merci. Tu as de bons conseils, en tout cas, si on veut faire l'entretenir. Ma passion, c'est de faire marcher les trucs qui ne marchent pas. Et toi aussi, parce qu'on en a très peu parlé, mais tu as aussi la concurrente de l'époque, la Suzuki,
XN 85. Beaucoup plus rare que celle-ci. Beaucoup plus rare, oui, il y en a eu 1005 dans le monde. C'est une moto qui a un poumon, un point de vue, un moteur. C'est les Le Particycle, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la meilleure. Par Ah ouais, contre, en Particycle? Ah ouais, le Particycle, c'est vraiment... c'est une super moto à rouler. D'accord. Vraiment très agréable. Alors, elle est très souple, très facile. C'est vraiment génial. Je voulais cette moto parce que je la trouve exceptionnelle au point de vue look et au point de vue rareté. Ah, le look est elle est très belle, franchement. Alors, la Kawa est très années 80, mais alors, encore plus la Suzuki, je trouve. Que Ouais, c'est ça. Là, je vois du coup que tu as la Kawa, tu as la Suzuki. Tu voudrais pas avoir la Honda et la Yamaha, histoire d'avoir le kit vraiment complet? Que je me fasse virer par ma femme. T'as pas l'impression que j'ai assez de bazar à la maison? Alors, tu peux faire tout un peu de ménage, il y a peut-être des choses qui servent à rien, je ne sais pas. Non, je peux pas m'en séparer en fait, c'est ça. Oui, en fait, tu voudrais en racheter d'autres, mais pas forcément t'en séparer, quoi. Ouais, je suis un très mauvais. Ouais, je sais pas me séparer de mes sentimental. jouets. Je te remercie, Stéphane, pour toutes ces infos sur la GPZ Turbo. Petit mot pour finir, Ouais. si tu veux. Moi, je suis très content du développement de ce club et de ce que de ce qu'on arrive à faire avec tous les membres et les bénévoles autour de ça. Je suis super content parce qu'on a des jeunes maintenant qui viennent dans ce club parce qu'ils ont eu la moto de leur papa ou machin, etc. Et ça, c'est chouette. Voilà, avec toi, c'est un côté rassurant parce que si on en achète une, on sait qu'il y a des solutions derrière Il y a pour des l'entretenir. solutions. Donc moi, si je conseille aux gens, c'est d'acheter une moto complète. Voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de pièces refaites. Il n'y a pas eu de pièces refaites. Non. Il y en a qui réussissent à en tirer une puissance incroyable de cette machine. Ouais. Comme Mais on l'a dit, vraiment, avec 2 coups de vis, 160 chevaux, c'est sans rien faire. Hein. Merci Stéphane pour toutes ces explications. Et Maintenant, surtout, merci à toi, Cyril, pour cette interview. C'était Ouais. sympa. Bon, bah, nous, on est sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook. N'hésitez pas à commenter cette vidéo parce que si vous êtes aussi intéressé par GPZ, Stéphane pourra communiquer avec vous. Il y a une adresse sur le club, on peut vous trouver comment? Il y a un site, hein, c'est 50turbo.fr. D'accord, voilà. Bah, nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Merci Stéphane, à bientôt. Merci. Ciao.